Le 13 avril 2024, l'Iran a lancé une série d'attaques contre Israël, envoyant plus de 300 drones et missiles de croisière et balistiques vers Israël. Cependant, pas un seul drone ou missile de croisière n'a réussi à pénétrer dans l'espace aérien israélien. Israël peut en grande partie remercier son système de défense aérienne à plusieurs niveaux pour ce taux de réussite remarquable. Pourtant, le pays n'aurait pas pu réaliser cet exploit remarquable sans une coalition réunie à la hâte, comprenant les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont contribué à abattre les drones iraniens au-dessus de la Jordanie, de l'Irak et de la Syrie. La rapidité et l'efficacité avec lesquelles les Alliés se sont mobilisés pour protéger Israël ont mis un problème au premier plan. Pourquoi le même niveau de coordination et de soutien ne peut-il pas être étendu à l'Ukraine? Le premier à poser cette question fut le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et peu après, les parlements allemands, le célèbre Bundestag. Fait rare, les partis de premier plan et d'opposition au Bundestag ont soutenu le déploiement d'un système de défense aérienne intégré à l'OTAN pour protéger l'espace aérien ukrainien. Mais comment fonctionnerait cette protection? L'Allemagne serait-elle le seul pays à allouer des fonds? Et pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin de tant d'aide en premier lieu? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons au fur et à mesure du déroulement de ce film. Mais d'abord, regardons comment cette idée importante a commencé à germer en Allemagne. En effet, les premiers à proposer cette idée furent les membres du Parlement allemand, c'est-à-dire les députés. Initialement, elles provenaient d'experts militaires allemands tels que Nico Lange, membre éminent de la conférence de Munich sur la sécurité, et le lieutenant-général Heinrich Braus, ancien sous-secrétaire général de l'OTAN chargé de la politique et de la planification de défense. Cependant, c'est le Bundestag qui a le pouvoir de concrétiser cette idée. Il n'est donc pas surprenant que la proposition ait pris un essor significatif seulement après son adoption par les membres du Parlement allemand. Comme déjà mentionné, et comme le rapporte le média allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, les deux membres de la coalition libérale-gauche au pouvoir, les Verts et les libres démocrates, ainsi que les membres de l'Union chrétienne démocrate d'opposition, ont soutenu l'idée de déployer un système de défense aérienne de l'OTAN pour protéger l'espace aérien ukrainien. Voici ce que les parlementaires de ces partis ont dit à ce sujet. Marcus Farber, du Parti libéral-démocrate, a discuté de la faisabilité à long terme des plans de sécurité ukrainiens. Il a souligné qu'un nombre limité de systèmes de défense anti-aérienne et de missiles sont actuellement disponibles. Selon Farber, la première étape serait donc de garantir un nombre suffisant de ces systèmes. Ce n'est qu'à ce moment-là que les alliés occidentaux devraient s'engager pleinement à protéger le ciel ukrainien. Roderick Kizoveta, de l'Union chrétienne démocrate, a expliqué quel impact cet engagement aura sur l'Ukraine. Selon lui, abattre des drones russes au-dessus de l'Ukraine soulagerait la défense aérienne ukrainienne et lui permettrait de protéger le front. Et compte tenu de la vigueur avec laquelle la Russie a récemment attaqué ce front, l'Ukraine ne peut se permettre de rater aucune occasion de renforcer ses défenses. Mais comment ce boost fonctionnerait-il? Agnieszka Brugger, vice-présidente du Parti vert, a expliqué quelle partie de l'espace aérien ukrainien pourrait être protégée par l'OTAN et quels pays devraient faire partie de ce projet. Selon elle, des systèmes de défense aérienne devraient être déployés aux frontières des pays limitrophes de l'Ukraine afin de pouvoir également protéger les régions occidentales de l'Ukraine. Anton Hofreiter, président de la Commission allemande pour les affaires européennes et membre du même parti, a précisé quels pays pourraient contribuer à protéger l'Ukraine à long terme. Selon Hofreiter, l'espace aérien ukrainien pourrait être protégé par des systèmes situés en Pologne et en Roumanie. Il est prévu de créer une zone de sécurité d'une longueur d'environ 70 km sur le territoire ukrainien et de protéger cette zone avec des unités du système de défense aérienne intégré de l'OTAN stationnées dans ces deux pays. Le système intégré de défense aérienne et antimissile de l'OTAN, ou NATINAMS, est un réseau de commandement et de contrôle qui relie les radars, les systèmes de missiles et les aéronefs des pays membres de l'OTAN pour assurer une couverture et une coordination complète de la défense aérienne.
Le commandement aérien central allié de tous les pays membres de l'OTAN en Europe est basé sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne, qui coordonne les centres situés sur tout le continent. La Roumanie et la Pologne disposent toutes deux d'un centre d'opération aérienne, les premières à Balotesti, le deuxième en Pologne, à Varsovie Prai. Les deux pays disposent également d'un ensemble assez développé de stations radar, ce qui en fait des candidats idéaux pour contribuer à la protection de l'espace aérien ukrainien. L'armée de l'air polonaise dispose de l'épine dorsale du système, composée de 3 radars à longue portée, NUR-12M et de 3 radars RAT-30 et 1 DL, tandis que l'armée de l'air roumaine dispose de 5 radars de recherche aérienne ANFPS 117 déployés dans 5 stations radar. Mais comme vous le savez probablement, les radars à eux seuls ne suffisent pas à assurer une défense aérienne efficace. Des systèmes de défense aérienne supplémentaires devraient donc être déployés sur le territoire de ces deux pays. Pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer sur ce sur quoi pourraient se baser ces systèmes, étant donné le modèle utilisé dans cette proposition, à savoir une attaque iranienne contre Israël. Dans cet esprit, regardons comment cette attaque a eu lieu. Plus important encore, comment elle a été évitée. Les 13 avril, peu après minuit, une alerte à un raid aérien israélien a retenti pendant la nuit. Les habitants ont été invités à se réfugier alors que les explosions résonnaient au loin. La raison de ces alarmes était le lancement iranien de 170 drones, 110 missiles balistiques et 30 missiles de croisière, ciblant des emplacements stratégiques à travers Israël. Cependant, les explosions qui ont résonné dans l'air n'étaient pas des bruits de missiles et de drones frappant des cibles. Non, c'étaient les bruits d'interception réussis. Seuls quelques-uns des 110 missiles balistiques ont réussi à atteindre le sol, tandis qu'aucun des 170 drones et 30 missiles de croisière n'avait la moindre chance. Cela a été rendu possible grâce à la réponse rapide de plusieurs pays. Les missiles ont été tirés depuis l'Iran, ainsi que depuis l'Irak, la Syrie et le Yémen. Ils furent interceptés et abattus par Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Jordanie. Commençons par Israël. En guise de première ligne de défense, le pays a déployé des avions de combat F-35 pour intercepter les missiles. Cela a été possible car la plupart des missiles étaient envoyés à une distance relativement longue. La distance la plus courte entre l'Iran et Israël est d'environ 620 miles et couvre l'espace aérien de l'Irak, de la Syrie et de la Jordanie. Grâce à cette action rapide, Israël a pu détruire 25 des 30 missiles de croisière hors du pays. Pour chaque missile réussissant à pénétrer la première ligne de défense, Israël a utilisé le réseau de défense aérienne, un système de défense aérienne nationale récemment installé. Le système en question est en vigueur depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et se compose de 3 niveaux. Couche numéro 1. Defense Anti-Missile Arrow. Le plus haut niveau de système de défense anti-aérienne a été utilisé pour intercepter physiquement et efficacement des missiles balistiques à longue portée, en s'appuyant principalement sur les missiles antibalistiques hypersoniques exo-atmosphériques David's Slingshot de niveau 203. Le niveau intermédiaire des forces de défense aérienne a été utilisé pour détruire des missiles balistiques à courte portée, des missiles de croisière et des drones, les abattant jusqu'à 300 km d'Israël. Troisième couche, système de dôme en fer. Ce système est la raison pour laquelle aucun des 170 drones lancés par l'Iran n'a atteint l'espace aérien israélien, encore moins aucune de leurs cibles. Bien que ce système ait été initialement conçu pour protéger les villes et les emplacements stratégiques contre les missiles non surveillés, il a récemment été amélioré pour pouvoir également combattre les drones, ce qui a bien sûr sauvé la mise en Israël. De cette manière, Israël lui-même a défendu son territoire contre la menace imminente. Mais qu'en est-il des alliés? Selon le président américain Joe Biden, les forces américaines ont aidé Israël à détruire la quasi-totalité des drones et des missiles lancés ce vendredi fatidique. Le commandement central américain, CENTCOM, a fourni plus de détails. Selon le CENTCOM, ces forces ont abattu plus de 80 drones et au moins 6 missiles balistiques.
dont certains, un missile et 7 drones, ont été détruits avant même d'être lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. D'autres ont été abattus dans le sud de la Syrie et des systèmes de défense aérienne ont été déployés depuis des bases inconnues dans la région. 2 avions et 2 destroyers que les États-Unis ont déplacés dans la région avant. Les frappes iraniennes ont également contribué à abattre 4 à 6 missiles balistiques. Mais même si ces contre-attaques ont été utiles, elles n'ont pas représenté la contribution la plus significative à l'opération de défense israélienne. Les renseignements américains étaient là. Le système complexe de commandement et de contrôle établi entre les États-Unis, Israël et certains pays arabes voisins a fourni des renseignements extrêmement précis qui ont essentiellement aidé Israël à neutraliser toute menace entrante. Les États-Unis ont donc fait ce qu'ils pouvaient pour défendre Israël. Et le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni a également saisi l'occasion en envoyant des avions de combat Typhoon de la Royal Air Force pour abattre un certain nombre de drones iraniens. Quant à la Jordanie, vous pourriez être surpris de voir ce pays parmi les nations contribuant à atténuer les menaces contre Israël, étant donné à quel point la Jordanie a été critique à l'égard des actions d'Israël contre le Hamas à Gaza. Cependant, la Jordanie ne l'a pas fait dans le but de protéger Israël, malgré le traité de paix conclu avec ce pays. Il l'a fait pour protéger ses citoyens lorsqu'une série de missiles et de drones iraniens sont entrés dans l'espace aérien jordanien. Rappelons que la Jordanie faisait partie de la route la plus courte entre l'Iran et Israël. Dans cet effort, la Jordanie a utilisé ses systèmes radar avancés, ses missiles air-air et ses chasseurs supersoniques F-6, qui se sont révélés extrêmement utiles même la nuit. La France a également été impliquée dans le conflit, mais il n'existe aucune information officielle indiquant si ce pays a abattu un drone ou un missile. Pour l'instant, nous savons seulement qu'il aide à patrouiller l'espace aérien israélien, compte tenu de l'ampleur de la réponse aux attaques iraniennes. Il n'est pas surprenant que seuls 5 missiles balistiques aient réussi à contourner les défenses aériennes et à toucher le territoire israélien. 4 d'entre eux ont atterri sur une base aérienne qui abritait des avions de combat israéliens F-35, les mêmes que ceux utilisés pour défendre Israël contre l'Iran. Le seul missile ayant causé des dégâts a touché la piste. Les autres ont touché des hangars vides ou inactifs. Un 5e missile balistique a bel et bien atteint Israël. Mais il n'a pas atteint sa cible, un site radar situé au nord du pays. Nous avons donc ici un cours magistral sur la manière dont un système de défense aérienne bien coordonné et multicouche, soutenu par la coopération internationale et une technologie de pointe, peut neutraliser efficacement une menace importante liée aux missiles et aux drones. Alors, quel est le problème? Pourquoi ne peut-on pas faire de même en Ukraine? Eh bien, pour commencer, le système de défense aérienne ukrainien est loin d'atteindre le niveau de sophistication et d'intégration du réseau de défense aérienne israélien. Cela semblait être le cas avant même l'invasion russe. Mais le conflit a encore exacerbé les difficultés. Comme l'a dit Zelensky, l'Ukraine ne dispose pas de suffisamment d'équipements de défense aérienne pour protéger le pays du terrorisme russe. Mais il a également affirmé que cette défense manque d'un autre élément plus important, à savoir la détermination du monde à protéger l'Ukraine et à affronter la Russie dans le ciel. C'est pourquoi Zelensky a d'abord demandé l'aide des alliés pour protéger l'espace aérien ukrainien. Comme il l'a souligné, ni Israël ni l'Ukraine ne sont membres de l'OTAN. Alors, si les alliés de l'OTAN peuvent aider à protéger Israël des missiles et des drones, qu'est-ce qui les empêchera de faire de même pour l'Ukraine? Malheureusement, la réponse est assez simple. La crainte d'entraîner l'OTAN dans une guerre avec la Russie. Alors que le scénario israélien montre que les alliés de l'OTAN peuvent intervenir sans se joindre au conflit, la situation en Ukraine semble être envisagée sous un angle géopolitique différent. C'est pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni refusent obstinément d'allouer des fonds à la protection de l'espace aérien ukrainien. Comme John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a expliqué le refus d'aider l'Ukraine en 7 mots. Différents conflits, différents espaces aériens, différents types de menaces.
Il a toutefois ajouté que le président Biden a toujours clairement indiqué que les États-Unis n'avaient pas l'intention de s'impliquer directement dans le conflit en Ukraine. Cependant, le pays est de loin le plus grand fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, ce qui signifie que les États-Unis fournissent à l'Ukraine les armes nécessaires pour protéger son espace aérien. Et ce n'est pas une mince affaire. Quant au Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères du pays, David Cameron, s'est se montrer un peu plus direct, parlant du refus du Royaume-Uni d'aider l'Ukraine à abattre des drones russes. Dans une interview accordée à la radio britannique LBC, il a directement déclaré que la raison de son refus était la crainte d'une escalade du conflit vers une confrontation directe avec la Russie. Ses paroles exactes étaient les suivantes. Si vous voulez éviter une escalade plus large de la guerre en Europe, je pense que la seule chose que vous devez faire est d'éviter les confrontations directes entre l'OTAN et les troupes russes. Cela entraînera un risque d'escalade. Cameron a ajouté que l'utilisation d'avions de combat pour abattre des drones, comme la Grande-Bretagne l'a fait en Israël, n'est pas toujours la meilleure option. Les systèmes de défense aérienne sont plus efficaces. En d'autres termes, l'Ukraine a besoin de systèmes de défense aérienne et non de chasseurs. Le Royaume-Uni ne dispose pas du premier système, ou du moins des systèmes qui modifieraient le plus considérablement le système de missiles Sol-Air Patriot. Cependant, l'absence d'un système de défense aérienne suffisant n'est pas la seule raison pour laquelle l'Ukraine recherche désespérément l'aide de l'Allemagne et d'autres alliés de l'OTAN. La prolifération des drones russes constitue également un problème. La Russie a mis du temps à adopter la technologie des drones, mais elle rattrape désormais son retard en élargissant sa flotte à un rythme sans précédent. Cela est particulièrement vrai pour les drones dites kamikazes, un type d'arme aérienne conçue pour faire le tour d'une cible jusqu'à ce qu'elle soit localisée, puis attaquée en la heurtant. La Russie fait de son mieux avec ces drones. Initialement, la Russie les a importés d'Iran, optant pour les modèles nationaux Hayser Shahed 136. En 2 ans, la Russie a importé plus de 400 de ces drones, pesant environ 440 livres, volant à des vitesses allant jusqu'à 280 000 pex bas par heure et ayant une portée de 620 à 250 000. Alors que les drones Shahed 136 étaient considérés comme extrêmement bon marché par rapport à la technologie des drones. Des correspondances divulguées suggèrent que la Russie paie entre 193 € et 290 $ par drone. Le premier chiffre fait référence au lot de 60 drones, tandis que le deuxième chiffre fait référence au lot acheté de 20 drones. C'est probablement la raison pour laquelle la Russie a mis en place des installations de production nationale qui lui permettent de réduire considérablement sa dépendance aux drones iraniens. Selon certaines informations, la Russie prévoit d'en produire 60 dans son pays. Ces drones d'ici l'été 2025. Plus il y aura de drones produits, plus ils seront lancés contre des cibles ukrainiennes, épuisant ainsi les munitions anti-drones du pays. Pour aggraver les choses, la Russie a également expérimenté des modifications du Shahed 136 pour les rendre encore plus destructeurs. Certaines de ces expériences incluent la dispersion de drones pour réduire la détection et l'ajout de caméras pour augmenter les capacités de reconnaissance. Même si ces changements n'ont pas encore entraîné de changement dans l'effort de guerre de la Russie, ils rappellent de manière inquiétante que la Russie ne reculera devant rien pour faire progresser ses capacités militaires et écraser la résistance ukrainienne. Cet effort continu comprend également une collaboration avec l'Iran pour développer de nouveaux drones d'attaque spécifiquement pour la guerre en Ukraine. Les drones qui préoccupent le plus l'Ukraine sont décrits comme des drones explosifs et de reconnaissance susceptibles de rechercher des cibles de grande valeur, notamment les systèmes de missiles à lancement multiples américains et britanniques utilisés sur les champs de bataille ukrainiens. Les véhicules aériens sans pilote, Shahed 107, comme on les appelle, mesurent environ 8 pieds de long, peuvent être lancés depuis un véhicule et ont une portée allant jusqu'à 500 km. Un autre témoignage de la mentalité russe selon laquelle la fin justifie les moyens
est le fait qu'il y a des enfants dans le pays qui fabriquent des drones. Oui, vous avez bien entendu. Les militantes du groupe Cyber Resistance ont publié de nombreux documents montrant que les drones de combat, Shahad, 136 mentionnés précédemment, sont fabriqués par des civils mineurs étudiants à l'Université de technologie d'Ali Bouga, dans la zone économique spéciale d'Ali Bouga. Rien qu'en 2024, ces constructeurs inattendus devraient en produire 0 unités de drones. Afin d'atteindre ce chiffre incroyable, plus de 500 étudiants ont été affectés au projet de production de drones. Cela représente environ 40% du nombre total d'étudiants inscrits en 2023, soit 1209 étudiants travaillant dans divers domaines de la production, notamment les installations électriques, la robotique industrielle et la programmation des commandes numériques. Compte tenu des efforts sans scrupules mais incessants de la Russie en matière de drones, il n'est pas surprenant que l'Ukraine ait besoin de toute l'aide possible dans les airs, même si, pour être honnête, l'Ukraine affiche des taux d'interception impressionnants compte tenu de la menace à laquelle elle est confrontée quotidiennement. Mais lorsqu'il s'agit de drones suicides, seul un taux de capture de 5% sera considéré comme satisfaisant. Pourquoi? Car même si un drone atteint sa cible, il peut provoquer des destructions et faire de nombreuses victimes. Pire encore, l'efficacité de l'Ukraine en matière d'interception de drones décline progressivement. Les premiers mois de 2024 ont été particulièrement difficiles, car l'Ukraine a poussé ses unités de défense aérienne à leur limite face à une attaque de drones russes attaquant les villes avec une précision et une fréquence meurtrières. Et l'Ukraine n'a réussi à en abattre qu'environ 82%. La question est de savoir jusqu'où ce taux baissera avant que les alliés occidentaux n'interviennent. Dans la situation actuelle, l'Ukraine ne peut se défendre contre ces attaques meurtrières qu'avec leur aide. L'aide en question peut prendre deux formes. Premièrement, les alliés peuvent doter l'Ukraine de davantage de systèmes de défense aérienne, en donnant la priorité aux modèles conçus pour intercepter les drones. Deuxièmement, les alliés pourraient s'impliquer plus directement. Ils pourraient soutenir les efforts ukrainiens visant à frapper des cibles clés telles que des bases aériennes, des installations de production et des installations de stockage de drones en Russie. Après tout, détruire les drones russes avant même leur lancement est le moyen le plus efficace de protéger l'Ukraine des destructions qu'ils provoquent. Une autre approche consiste également à abattre des drones déjà lancés, ce qui est essentiellement ce que l'OTAN a fait pour Israël. Alors, l'Ukraine aura-t-elle autant de chances qu'Israël dans un avenir proche? Dans l'état actuel des choses, la réponse est malheureusement non. Eh bien, du moins lorsqu'il s'agit d'une autre approche, plus direct. Comme vous pouvez le constater, la proposition allemande d'utiliser les systèmes de défense aérienne intégrés de l'OTAN pour protéger l'espace aérien ukrainien a été rejetée par le parti au pouvoir, les partis social-démocrates. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Les États-Unis et la Grande-Bretagne refusent d'aider l'Ukraine. C'est tout simplement trop dangereux. Pour citer le leader du Parti social-démocrate, Rolf Mützenich, la protection de l'espace aérien ukrainien par un déploiement au sein de l'OTAN serait contraire au principe de participation inactive à la guerre. Mützenich a décrit en deux mots simples ce que pourrait être cette proposition. Risque d'incendie. Et l'incendie susmentionné peut engloutir non seulement l'Ukraine, mais aussi l'OTAN. Il est toutefois peu probable que les parlementaires allemands abandonnent tout simplement cette idée. Après tout, c'est un pays qui a massivement aidé l'Ukraine depuis les débuts de la Russie, à tel point qu'il est devenu le deuxième fournisseur d'aide militaire de ce pays. Une grande partie de cette aide était également spécifiquement destinée à l'armée de l'air ukrainienne. Voici un bref aperçu de tous les systèmes de défense aérienne que l'Allemagne a envoyés en Ukraine depuis le début de l'invasion. 9 radars de reconnaissance aérienne TRML-4D, 2 systèmes de défense aérienne. Skynex avec munitions, 50 diocanons anti-aériens automoteurs. Gepard avec pièces de rechange. 146 0 munitions pour canon Gepard. 4 0 munitions pour canon anti-aérien automoteur. 500 systèmes anti-aériens portables Stinger. 2700 systèmes de défense aérienne portable Strela. 3 SLM Iris-T
et un système anti-aérien Iris-T SLS avec missiles et 2 systèmes PZO Patriot avec missiles et pièces de rechange. Et ce n'était pas tout. À partir de mai 2024, l'Allemagne prévoit d'augmenter encore ce nombre en envoyant un autre système de défense aérienne, Patriot, et davantage de missiles Patriot. 2 autres systèmes de défense aérienne Skynex, avec munitions. 9 systèmes Iris-T SLM supplémentaires. 11 systèmes Iris-T SLM supplémentaires et des missiles Iris-T SLM et Iris-T SLS supplémentaires, ainsi que 15 canons anti-aériens automoteurs Gepard avec 249 680 cartouches. En matière de drones, l'Allemagne s'est démontrée tout aussi généreuse. Jusqu'à présent, ce pays a envoyé les équipements suivants. 212 drones de reconnaissance vecteur avec pièces de rechange. 215 drones de reconnaissance RQ-35 Hydra. 18 drones de reconnaissance Promoco 1. 7 drones de reconnaissance Songbird. 70 extensions de gamme de fréquences pour dispositifs anti-drones. 84 capteurs et brouilleurs anti-drones. 180 détecteurs des drones du système RF-360. 93 capteurs aériens sans pilote. Avion. Un système de reconnaissance Lunar NG. 10 cannons anti-drone. 12 dispositifs électroniques anti-drone et 20 navires de surface sans pilote. En outre, dans les mois à venir, l'Allemagne enverra 263 drones vecteurs supplémentaires. 34 drones Hydron. 15 capteurs et brouilleurs anti-drone et 50 navires de surface sans pilote. Si chacun de ces équipements sauve l'Ukraine dans sa lutte pour la protection du ciel, aucun n'est aussi important que les systèmes de défense aérienne Iris et Patriot. Les systèmes Iris donnés par l'Allemagne ont jusqu'à présent démontré une efficacité à 100% dans la guerre en Ukraine, capable d'atteindre toutes les cibles, même contre des obstacles écrasants. Ce système s'est également révélé extrêmement efficace contre les tristement célèbres drones kamikazes Shahed 136. Un regard sur les capacités du système de défense aérienne Iris et ses mesures de performance prendront du sens. Le missile Iris lui-même a une portée allant jusqu'à 40 km. Atteindre des cibles volant à des hauteurs allant jusqu'à 20 mètres. Le radar du système a une portée de détection allant jusqu'à 255 000, lui permettant de suivre des cibles avec une grande précision. Mais le meilleur de ce système est la maniabilité du missile Iris, CC, combiné à une fusée de proximité radar active et à un guidage amélioré basé sur la chaleur. Permet au missile de détruire des cibles rapides et petites telles que celles souvent observées lors des attaques russes contre l'Ukraine. Quant au système de défense aérienne Patriot, il assure une défense à haute altitude contre les missiles balistiques, les avions et les drones, qui n'est pas sans rappeler le plus haut niveau de défense aérienne israélienne. L'Ukraine ne disposant pas de défense aérienne nationale, elle s'appuie fortement sur le système Patriot pour protéger son espace aérien. Selon Zelensky, l'Ukraine a besoin d'environ 25 systèmes de ce type. Toutefois, jusqu'à présent, l'Allemagne a été le seul pays à envoyer davantage de systèmes et de batteries Patriot en Ukraine. Malgré les appels de Zelensky aux alliés pour qu'ils suivent l'exemple de l'Allemagne, aucun des autres pays de l'OTAN, dotés de ces systèmes, la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne et la Suède, ne s'est engagé à les envoyer. Quant aux États-Unis, le pays a envoyé un système Patriot en 2022. Cependant, il prévoit d'en envoyer un autre en 2024 dans le cadre d'un programme d'aide globale. Mais ce qui distingue l'Allemagne de tous les autres alliés, c'est que le pays non seulement envoie une aide militaire à l'Ukraine, mais qu'il la sollicite également inlassablement auprès des autres alliés. C'est pourquoi les efforts actuels visant à utiliser le système de défense aérienne intégré de l'OTAN pour protéger l'Ukraine semblent si prometteurs. Comme nous l'avons mentionné, l'Allemagne a été particulièrement active dans le domaine de la défense aérienne de l'Ukraine. En avril 2024, le pays a lancé une nouvelle initiative visant à garantir à l'Ukraine davantage de systèmes de défense aérienne dont elle a besoin.
Comme le dit la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, un renforcement de la défense aérienne est une question de vie ou de mort pour des milliers de personnes en Ukraine et constitue la meilleure protection pour leur propre sécurité. Le chancelier allemand Olaf Scholz a poursuivi ses appels, exhortant les alliés européens à vérifier leur stock et à fournir à l'Ukraine tous les systèmes de défense aérienne possibles. Bien entendu, il a souligné l'importance du système Patriot, qui seul peut repousser toutes les attaques russes, qu'elles soient aériennes, missiles ou drones. Les pays européens sont désormais confrontés à un choix, atteindre les objectifs capacitaires de l'OTAN pour leur propre pays ou fournir davantage d'aide à l'Ukraine. Mais il semble que même l'OTAN soit favorable à la deuxième option. Se joignant aux efforts de l'Allemagne, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré que le seul véritable choix était de sacrifier les objectifs de chaque pays en matière de stock pour aider l'Ukraine. Pour l'instant, il semble que les Pays-Bas, la République tchèque et le Danemark soient les premiers à soutenir cette proposition. Les responsables polonais ont déjà évoqué la possibilité d'un soutien plus direct à l'Ukraine, mais aucune décision concrète n'a encore été prise. Même si l'Allemagne parvient à mettre en œuvre sa proposition, la Pologne jouera sans aucun doute un rôle important dans la défense de l'espace aérien ukrainien. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Allemagne parviendra à trouver un moyen de protéger l'espace aérien ukrainien des drones? Et si tel est le cas, la Russie percevra-t-elle cette décision comme un signal clair que l'Ukraine n'est pas seule, ou simplement comme une invitation au déclenchement d'une guerre totale? Et enfin, quels pays, outre l'Allemagne, risqueront une guerre totale pour aider l'Ukraine? Partagez vos réflexions et théories dans la section commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir comment l'armée allemande deviendra la plus puissante d'Europe. Vous pouvez également cliquer sur cette autre vidéo.